Je m'appelle Camille Carter, et j'ai 33 ans. La nuit où ma sœur a annoncé qu'elle allait avoir un 4e enfant, ma famille ne m'a pas demandé ce que je ressentais. Elle ne m'a pas demandé si j'avais le temps, si j'étais épuisé, ou si j'avais une vie en dehors d'être utile à ses yeux. Elle m'a juste regardé comme si la décision avait déjà été prise. Nous étions assis à un barbecue familial, les assiettes encore chaudes, du thé glacé sur la table, tout le monde souriant comme si un autre bébé était un cadeau qui venait en quelque sorte avec mon emploi du temps. Ma mère a applaudi et a dit, un autre. Grosse fête. Puis elle s'est tournée vers moi avec cette voix douce que les gens utilisent quand ils ne posent pas de questions. Tu t'occuperas des enfants quand ta sœur aura besoin de repos. Mon père a regardé de l'autre côté de la table, sans parler, mais son regard disait la même chose qu'il disait toujours, ne fais pas honte à la famille. Fais ce qu'on te dit. J'ai posé ma tasse et j'ai dit, pourquoi moi? Ce n'est pas ma responsabilité. Toute la table s'est figée. Le sourire de ma sœur a disparu en premier. Puis elle a ri, d'un rire strident et laid, et a dit, tu es libre. Considère ça comme un entraînement. Un entraînement comme si toute ma vie n'était qu'une pratique pour servir la sienne. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai pris mon sac à main, la plaque que j'avais apportée, et je suis parti pendant qu'il restait assis, attendant que je me sente coupable. Je pensais que partir discrètement mettrait fin à tout. Je pensais qu'un simple nom leur apprendrait enfin où ma vie commençait et où leurs exigences prenaient fin. Mais le lendemain matin, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et une voix calme a dit « Bonjour, mademoiselle Carter. J'appelle du commissariat de police. Quelqu'un a laissé 3 enfants dans un centre communautaire avec une note disant que vous en êtes responsable. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous regardez. Cela correspond-il à votre humeur aujourd'hui? Et si vous avez déjà été traité comme le plan de secours non rémunéré dans votre propre famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous car c'est l'histoire de la façon dont une femme a dit non, et les personnes qui dépendaient de sa gentillesse ont finalement appris ce que les limites coûtent. Le trajet jusqu'au centre communautaire Lakeview a pris 14 minutes, mais j'avais l'impression de passer d'une vie à une autre. Ma main est restée stable sur le volant, mais mon esprit tournait autour de la même phrase. Quelqu'un avait laissé 3 enfants avec une note disant que j'en étais responsable. Ne m'avait pas appelé, ne m'avait pas demandé, ne m'avait même pas envoyé de message, les avait laissés. Quand je me suis garé sur le parking, j'ai vu 2 voitures de police près de l'entrée principale et 3 petits sacs à dos alignés contre un banc comme des preuves. Ma nièce aînée, Harper, était assise raidement, les bras croisés, essayant d'avoir l'air courageuse. Miles pleurait dans la manche de son sweat à capuche, et la petite Chloé dormait contre une employée du centre communautaire qui semblait avoir déjà entendu trop d'excuses de trop d'adultes. L'officier Briggs s'est présenté d'une voix calme et avec des yeux fatigués. Il a demandé si j'étais Camille Carter. J'ai dit oui. Puis il m'a montré la note. Elle était écrite de l'écriture pétillante de ma sœur, Camille a accepté de garder les enfants aujourd'hui. La famille est de la famille. Nous viendrons les chercher plus tard. J'ai fixé ces mots pendant une longue seconde car ce n'était pas seulement un mensonge. C'était un piège déguisé en faveur. J'ai déverrouillé mon téléphone et montré à l'officier Briggs les messages de la veille. Il y avait ma mère qui disait, tu t'occuperais des enfants. Il y avait ma sœur qui disait, j'étais libre et j'avais besoin d'entraînement. Et il y avait ma réponse, claire comme du cristal, ce n'est pas ma responsabilité. Je n'ai jamais accepté de faire du babysitting. L'officier Briggs a regardé l'écran, puis la note, et son expression a changé. Il a cessé de traiter cela comme un malentendu familial et a commencé à le traiter comme un rapport. Je lui ai demandé d'écrire que je n'avais pas consenti à prendre la garde des enfants. J'ai demandé à l'employé du centre communautaire de faire une déclaration selon laquelle les enfants avaient été déposés avant les heures d'ouverture sans qu'aucun adulte ne m'attende. Ma sœur et son mari sont arrivés 40 minutes plus tard, bruyant avant même d'atteindre la porte. Marissa s'est précipitée, se frottant le ventre, pleurant que le stress était dangereux pour le bébé. Trevor marchait derrière elle avec ses lunettes de soleil, agissant comme si tout le bâtiment lui appartenait. Il m'a pointé du doigt et a dit, la voilà, la tante qui appelle les flics pour des petits-enfants. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé l'officier Briggs et j'ai dit, veuillez ajouter cette déclaration au rapport. Ma mère, Hélène, est entrée ensuite, suivie de mon père, Victor, et la pièce a immédiatement changé. Mon père était un homme respecté dans notre banlieue depuis des années,
le genre d'homme que les gens écoutaient parce qu'il avait l'air officiel même quand il avait tort. Il a serré la main de l'officier Briggs et a dit « C'est un malentendu familial ». Ma fille est émotive. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je voyais enfin la machine en action. Ils n'avaient pas besoin de la vérité. Ils avaient seulement besoin que tout le monde croie que j'étais difficile. L'officier Briggs a écouté poliment, puis a dit « Laisser des enfants dans un établissement public avec une personne qui n'a pas accepté de les superviser n'est pas un malentendu. » Le silence qui a suivi était magnifique. Les pleurs de Marissa ont ralenti. Trevor a cessé de ricaner. Ma mère m'a regardé comme si j'avais trahi la famille en laissant les faits parler. Le visage de mon père s'est tendu. Il savait que l'officier Briggs n'allait pas se laisser charmer. Je me suis agenouillé devant Harper, Miles et Chloé et je leur ai dit doucement « Vous n'avez rien fait de mal, parce qu'ils n'avaient rien fait. Les adultes l'avaient fait. Cela importait. Je n'allais laisser personne transformer ses enfants en boucliers. » Puis je me suis levé, j'ai regardé ma sœur et j'ai dit « À partir de maintenant, chaque demande passe par texto. Pas de dépôt surprise, pas de notes, pas d'hypothèse. » Marissa a sifflé « Tu me punis d'être une mère. » J'ai dit « Non, je refuse d'en devenir une sans mon consentement. » Trevor s'est penché assez près pour que je puisse sentir son café et sa colère. « Tu penses que ça te rend forte? Ça te rend amère. » Je lui ai souri pour la première fois ce matin-là. « Alors assure-toi d'épeler mon nom correctement quand tu raconteras l'histoire. » Je suis parti avant qu'il ne puisse me plonger dans un autre cercle de culpabilité. Mais ce soir-là, quand j'ai commencé à passer des appels pour me protéger, j'ai appris que le centre communautaire n'était pas le premier endroit où ils avaient utilisé mon nom. C'était seulement le premier endroit qui avait appelé la police. À 7 heures ce soir-là, j'étais assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, un carnet à côté de moi et une tasse de café que j'avais réchauffé 2 fois, mais jamais touché. J'ai commencé par l'école primaire de Harper, m'attendant à une conversation gênante et peut-être à un formulaire de contact d'urgence. Au lieu de cela, la secrétaire de l'école a fait une pause quand j'ai donné mon nom et a dit « Oh, oui, mademoiselle Carter. Vous êtes listée comme personne à contacter en premier si l'un ou l'autre des parents est indisponible. Contact principal, pas urgence, seulement principal. » Je lui ai demandé de m'envoyer tous les documents qu'ils avaient dans leur dossier. Puis j'ai appelé l'école maternelle de Miles. Même chose, j'étais listé comme personne autorisée à prendre l'enfant, contact de paiement de secours et personne de soutien en semaine. Puis j'ai appelé la clinique pédiatrique de Chloé et j'ai senti mon estomac se tordre quand la réceptionniste a dit « Nous vous avons marqué comme soignante autorisée pour les rendez-vous lorsque les parents ne peuvent pas y assister. » Je n'avais rien signé de tout cela. À 21 heures, mon courrier électronique contenait 3 fichiers PDF qui m'attendaient. J'ai ouvert le premier et j'ai vu mon nom écrit d'une écriture qui essayait de ressembler à la mienne, mais qui échouait lamentablement. Le C2, Camille, était mal formé. Le nom de famille était trop raide. Celui qui l'avait signé avait copié des lettres, pas une signature. Le deuxième formulaire contenait mon numéro de téléphone, mon adresse et une phrase que je n'avais jamais écrite. Camille Carter a accepté d'aider pour les besoins continus de garde d'enfants pendant la grossesse et la récupération postpartum. Continue. Ce mot m'a donné des frissons. Il ne s'agissait jamais d'une seule journée. Il construisait une trace écrite pour faire de moi la deuxième parente sans me demander mon avis. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je puisse même le traiter. La discussion de groupe familial avait explosé. Ma mère a écrit « Camille, ta sœur est enceinte et effrayée. Arrête de tout ramener à toi. » Mon père a écrit « Une vraie famille n'a pas besoin de paperasse. » Trevor a écrit « Tu voulais agir en célibataire et indépendante. Félicitations. Maintenant tout le monde sait quel genre de tante tu es. » Puis Marissa a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que chaque réponse devenait une arme entre leurs mains. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé le message vocal. J'ai téléchargé des copies des formulaires. Puis j'ai cherché un avocat en droit de la famille spécialisé dans le harcèlement, les limites de garde et les documents d'autorisation falsifiés. C'est ainsi que j'ai trouvé Maya Chen. Elle a répondu elle-même au téléphone, même s'il était tard. Et après 5 minutes d'écoute, elle a dit « Camille, ne les rencontre pas seule.
Ne parle pas au téléphone à moins d'enregistrer légalement. N'accepte pas les enfants à ta charge à moins d'être prête à assumer la responsabilité de tout ce qui se passe pendant qu'ils sont avec toi. Et demain matin, nous envoyons une lettre. Pour la première fois de la journée, j'ai senti l'air entrer dans mes poumons. Maya m'a dit que les formulaires n'étaient peut-être pas encore une affaire criminelle, mais qu'ils étaient suffisamment graves pour créer un dossier. Elle a dit que des gens comme ma famille dépendaient de la confusion. Ils brouillaient l'amour, le devoir, la culpabilité et la paperasse jusqu'à ce que la personne utilisée ne puisse plus dire où l'obligation prenait fin. Nous allons rendre la limite ennuyeuse et officielle, a-t-elle dit. C'est ainsi que l'on bat le chaos émotionnel. Le lendemain matin, Maya a envoyé des lettres recommandées à Marissa, Trevor, Hélène et Victor. Le langage était poli, clair et suffisamment tranchant pour couper du verre. Je n'avais pas accepté de garde d'enfants continue. Je n'avais autorisé personne à me lister comme soignante principale. J'ai exigé que mon nom soit retiré de tous les formulaires scolaires, de garderie, médicaux et d'activités. Toute tentative future de me laisser des enfants sans consentement écrit serait documentée et signalée. Ma mère a appelé 12 fois après l'avoir reçu. Mon père a envoyé un texto, « Tu as fait entrer un avocat dans les affaires familiales. » J'ai répondu une seule fois, « Vous avez fait entrer mon nom dans des documents légaux. » Après cela, j'ai mis tout le monde en sourdine. Pendant 2 jours, le silence est revenu. J'ai presque cru que la lettre avait fonctionné. J'ai presque cru que la honte les avait enfin atteints. Puis le mercredi après-midi, alors que je me préparais pour une réunion des opérations d'urgence à l'hôpital pour enfants où je travaillais, la réception a appelé mon bureau. La réceptionniste avait l'air mal à l'aise, « Camille, il y a un homme dans le hall avec 3 enfants. Il dit qu'ils sont à vous. » Je me souviens être allé au hall de l'hôpital avec mon badge toujours accroché à mon blazer et mes notes de réunion à la main. Il y a des endroits où les drames familiaux semblent laids. Un hôpital est pire que laid. C'est dangereux. Les gens viennent là parce que leurs enfants sont malades. Parce que le temps compte. Parce que chaque couloir est construit autour de l'urgence. Et Trevor Blake avait décidé d'en faire sa scène. Il se tenait près du bureau de sécurité avec Harper, Miles et Chloé groupés autour de lui. Chloé avait une chaussure déliée et un lapin en peluche traînant par terre. Miles toussait dans sa manche. Harper avait l'air embarrassé, assez âgé pour savoir que les adultes la regardaient, mais trop jeune pour arrêter quoi que ce soit. Trevor a souri quand il m'a vu. « La voilà », a-t-il dit bruyamment. Tante Camille, la femme de carrière qui a du temps pour les enfants de tout le monde sauf pour son propre sang. Le gardien de sécurité a regardé de lui à moi. J'ai gardé ma voix basse, ce ne sont pas mes enfants. Je n'ai pas accepté de les surveiller. Il a reçu un avis légal de ne pas faire cela. Trevor a ri et a levé son téléphone, dit ça encore pour la caméra. Il a commencé à enregistrer avant même que je puisse cligner des yeux, regardez-la. Tout le monde. Ma femme enceinte est malade à la maison, et sa sœur refuse d'aider avec 3 petits-enfants pendant quelques heures à l'hôpital pour enfants, de tous les endroits possibles. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point il était insouciant. Il pensait que la honte publique me forcerait à céder. Il a oublié qu'il se tenait dans un bâtiment avec des caméras de sécurité, des journaux d'accès, des témoins, des politiques et des personnes formées pour documenter les incidents précisément parce que des vies dépendaient de la documentation. Je me suis tourné vers le gardien et j'ai dit, « Veuillez appeler la direction de la sécurité de l'hôpital et ne pas permettre à cet homme de laisser des enfants ici. » Le sourire de Trevor a tressailli. « Vous ne pouvez pas me retenir ici. » J'ai dit, « Non, mais vous ne pouvez pas abandonner des mineurs ici et prétendre que je les ai acceptés. » Ma superviseure est arrivée 2 minutes plus tard. Elle m'avait vu gérer des pannes de courant, des pénuries de lits, des itinéraires d'ambulance et des parents hurlant de peur. Elle n'avait jamais vu ma famille. Trevor a essayé de la charmer. Il a dit que j'exagérais, que c'était privé, que j'avais promis d'aider. Ma superviseure a regardé les 3 enfants, puis son téléphone, puis moi. « Monsieur Blake », a-t-elle dit. « Ceci est un hôpital, pas un centre de dépôt. Vous perturbez les opérations et impliquez des mineurs dans un conflit d'adultes. Vous devez partir avec vos enfants maintenant. » Il a baissé son téléphone. Pour la première fois, il a semblé moins confiant. Ma femme est enceinte. Ma superviseure a dit, « Alors vos enfants ont besoin d'arrangements responsables. Cette responsabilité est la vôtre.
La sécurité l'a escorté dehors pendant qu'il criait que je regretterais de l'avoir humilié. Harper m'a regardé en partant. Son visage n'était pas en colère. Il était confus. Cela m'a fait plus de mal que les menaces de Trevor. J'ai voulu courir après elle. J'ai voulu dire que je l'aimais, que rien de tout cela n'était de sa faute, que les adultes la décevaient d'une manière qu'elle ne comprendrait pas avant des années. Mais je suis resté là où j'étais. L'amour sans limite était la raison pour laquelle j'en étais arrivé là. Après leur départ, l'hôpital a rédigé un rapport d'incident. Les caméras du hall avaient tout enregistré. La diffusion en direct de Trevor l'avait lui-même capturé en disant assez pour se nuire. Maya était presque joyeuse quand je l'ai appelée. « Il a fait ça sur votre lieu de travail ?» a-t-elle demandé. « Avec des caméras ?» ai-je dit. « Oui. » Elle a expiré lentement et a dit, « Cet homme vient de nous emballer des preuves. » Cet après-midi-là, nous avons envoyé une deuxième lettre. Celle-ci était plus forte. Aucun contact direct sauf par courriel. Aucune apparition à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Aucune mention de moi en tant que soignante. Aucune publication, vidéo ou déclaration impliquant que j'avais abandonné des enfants que je n'avais jamais accepté de superviser. La lettre avertissait qu'un comportement continu pourrait étayer des plaintes pour harcèlement, diffamation et interférence intentionnelle avec l'emploi. Au moment du dîner, ma mère appelait depuis des numéros masqués. Mon père a laissé un message vocal disant que j'étais allé trop loin. Marissa a posté une histoire larmoyante ne montrant que ses yeux gonflés et une main sur son ventre. Elle a dit, « Certaines personnes punissent les enfants pour prouver un point. » Elle n'a jamais prononcé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. La moitié de notre église savait exactement qui elle visait. Les commentaires se sont remplis de cœurs, de prières et de femmes me traitant de froide sans connaître mon côté de l'histoire. Trevor a partagé la vidéo de l'hôpital, soigneusement coupée pour qu'elle commence après son arrivée. Il l'a légendée, « Voilà ce qui arrive quand la famille oublie la famille. » Cette nuit-là, je me suis assise dans la lumière de mon ordinateur portable et j'ai regardé des étrangers me juger à partir d'un mensonge de 30 secondes. J'ai senti la colère monter en moi, mais elle n'était plus désordonnée. Elle était concentrée. Ils avaient choisi la scène publique. Très bien. Je ne crierai pas depuis le public. J'apporterai des preuves au microphone. Et 3 jours plus tard, lors d'une fête prénatale de collecte de fonds organisée par ma mère à l'église, c'est exactement ce que j'ai fait. Le thème de la fête prénatale était « Il faut tout un village ». Je le savais parce que l'invitation avait été publiée sur Facebook, Instagram et le bulletin de l'église avant que quiconque ne prenne la peine de me le dire. Il y avait des ballons pastels, une table de dessert, une photo d'échographie encadrée et une boîte de dons blanches décorée de petites empreintes de pas dorées. Je suis resté au fond du hall paroissial pendant presque 5 minutes entières avant que quiconque ne me remarque. Ma mère était près du gâteau, acceptant des câlins comme si c'était elle qui portait l'enfant. Mon père se tenait à côté de la table des dons avec son sourire d'église, serrant des mains, laissant les gens supposer que sa famille avait été blessée par ma cruauté. Marissa était assise sur une chaise décorée, vêtue d'une robe rose pâle, une main sur son ventre, l'image parfaite d'une maternité fragile. Trevor se déplaçait dans la pièce comme un directeur de campagne, remerciant les gens pour leur soutien et s'assurant que les enveloppes de dons étaient visibles. Le pasteur Grant s'est avancé et a éclairci sa gorge. Il a parlé du sacrifice communautaire et de la façon dont parfois les personnes les plus proches de nous nous déçoivent le plus. J'ai vu les têtes se tourner légèrement dans ma direction. Les gens ne prononçaient pas mon nom, mais leurs yeux le faisaient. Puis le pasteur Grant a dit, « Aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir une famille qui s'agrandit dans une saison difficile. » C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Mes talons ont résonné plus fort qu'ils n'auraient dû sur le sol du hall paroissial. Ma mère m'a vu la première. Son visage est passé de la tristesse à la terreur si rapidement que j'ai presque souri. « Camille » a-t-elle murmuré. « Ne fais pas ça » ai-je dit. « Je ne suis pas ici pour gâcher quoi que ce soit. Je suis ici pour corriger le dossier. » Trevor s'est interposé. « Tu dois partir. » J'ai regardé au-delà de lui le pasteur Grant. « Pasteur, avant que quiconque ne fasse un don basé sur l'histoire qui lui a été racontée, j'aimerais 2 minutes. » La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire du pasteur Grant s'est serrée. Il avait déjà reçu le courriel de Maya ce matin-là. Il savait qu'il y avait des préoccupations légales.
Il savait qu'une collecte de fonds basée sur de fausses déclarations pouvait devenir un problème pour l'Église. Lentement, il m'a tendu le microphone. Ma voix n'a pas tremblé. Je m'appelle Camille Carter. J'aime mes nièces et mon neveu. J'ai acheté des fournitures scolaires, payé des frais de camp d'été, couvert des courses, aidé à des réparations de voitures, et été présente pour les anniversaires, les fièvres, les récitals et les urgences. Ce que je n'ai pas fait, c'est accepter de devenir le plan de garde d'enfants non rémunéré pour bébé numéro 4. Marissa s'est mise à pleurer immédiatement. Trevor a dit, elle ment. J'ai levé mon téléphone, alors utilisons les documents. Sur l'écran du projecteur, j'ai montré le premier texto, ma mère me disant que je m'occuperais des enfants. Ma réponse disant que ce n'était pas ma responsabilité. Puis j'ai montré le rapport de police du centre communautaire Lakeview avec les détails sensibles masqués. Il indiquait clairement que 3 enfants avaient été laissés avec une note me nommant sans mon consentement. Un murmure s'est répandu dans la pièce. J'ai montré le formulaire scolaire avec mon nom listé comme personne à contacter en premier. J'ai montré le formulaire de garderie avec la fausse signature. J'ai montré le rapport d'incident de l'hôpital déclarant que Trevor avait tenté de laisser 3 mineurs sur mon lieu de travail et avait enregistré le personnel après avoir été prié d'arrêter. Je n'ai pas montré les informations médicales des enfants. Je n'ai pas insulté les enfants. Je n'ai pas traité ma sœur de nom. J'ai simplement laissé le papier faire ce que mes mots n'auraient jamais pu faire. Il est resté immobile pendant qu'il se tordait en tous sens. Une femme de l'église s'est levée lentement, « Marissa, tu nous as dit que Camille les avait abandonnés. » Marissa s'est essuyé le visage et a dit, « Elle l'a fait, émotionnellement. » Trevor a rétorqué, « C'est une affaire de famille privée. » Un homme au fond a dit, « Alors pourquoi collectez-vous de l'argent public pour cela ?» La pièce a changé. La sympathie a commencé à se transformer en suspicion. Puis j'ai montré la dernière diapositive. Elle n'était pas suffisamment détaillée pour embarrasser les enfants, mais elle listait des catégories et des totaux des 5 dernières années. Courses, uniformes scolaires, fêtes d'anniversaire, factures d'urgence, argent pour l'essence, réparation de voitures, camp, lacunes dans la garde d'enfants. Le total était assez élevé pour faire halter la pièce. Ma mère a serré le bord d'une table. Mon père a fixé le sol. Le masque de la famille pauvre et sans soutien s'est fendu en deux. Le pasteur Grant s'est dirigé vers la boîte de dons et a posé une main dessus. Jusqu'à ce que cela soit clarifié, l'Église n'acceptera pas de fonds aujourd'hui. Toute personne ayant déjà fait un don peut voir le trésorier pour un remboursement. Le visage de Trevor est devenu rouge. Vous allez vraiment la croire? Le pasteur Grant l'a regardé et a dit, « Je crois la documentation. » C'est cette phrase qui a mis fin au spectacle. Marissa s'est levée trop vite, sa chaise raclant derrière elle. « J'espère que tu es heureuse, » a-t-elle sangloté. « Tu as humilié une femme enceinte. » Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose se briser, non pas de douleur, mais de libération. « Non, Marissa. J'ai arrêté de te laisser utiliser ta grossesse comme un bouclier pour ton malhonnêteté. » Ma mère a porté sa main à sa bouche. Mon père m'a finalement regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu qu'il n'était pas déçu de moi. Il avait peur de moi. Non pas parce que j'étais dangereuse, mais parce que je n'étais plus contrôlable. J'ai rendu le microphone au pasteur Grant et je suis parti avant qu'il ne puisse transformer la pièce en un autre procès. Mais les conséquences ne sont pas restées confinées à l'église. Le lundi matin, le patron de Trevor chez le concessionnaire avait vu la vidéo de l'hôpital. Le mardi, les abonnés en ligne de Marissa avaient vu suffisamment de captures d'écran pour commencer à poser des questions. Et le mercredi, la garderie m'a appelé au sujet d'un solde impayé à mon nom. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de corriger le dossier et que j'ai commencé à fermer les comptes. La directrice de la garderie a eu l'air embarrassée quand elle a appelé. Elle a dit qu'elle était désolée de me déranger, mais que le compte lié à Miles et Chloé avait un solde impayé, et comme j'étais listé comme contact de paiement responsable, ils avaient besoin de savoir quand je comptais le régler. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'il y a un calme étrange qui vient quand les gens vous donnent raison trop souvent. Je lui ai demandé de m'envoyer le contrat par courriel. 10 minutes plus tard, je l'ai ouvert et j'ai revu mon nom, Camille Carter, garante de paiement, soignante autorisée, signature en bas. Une autre fausse. Cette fois, Maya n'a pas envoyé de lettre d'avertissement. Elle a porté plainte.
À midi, la garderie m'avait retiré du compte et avait exigé que Marissa et Trevor se présentent en personne avec une pièce d'identité et un paiement. À 14 heures, l'école élémentaire avait confirmé par écrit que mon nom avait été retiré de toutes les listes de prise en charge et d'urgence. À 16 heures, la clinique pédiatrique a fait de même. Maya a également envoyé une notification formelle à l'employeur de Trevor parce que le rapport d'incident de l'hôpital montrait qu'il avait utilisé son adresse électronique professionnelle pour imprimer des formulaires d'autorisation de soignants. Je n'ai pas demandé son licenciement. Je n'avais pas à le faire. Les adultes ne sont pas détruits par les conséquences. Ils sont révélés par elle. Trevor a d'abord été suspendu. Puis le concessionnaire a découvert qu'il avait utilisé l'équipement de bureau et le temps des clients pour des disputes personnelles. Puis un client s'est plaint après l'avoir reconnu dans la vidéo de l'hôpital et a dit qu'il n'achèterait jamais une voiture à un homme qui avait tenté de déposer des enfants dans le hall d'un hôpital. En une semaine, Trevor était au chômage. Il m'a blâmé, bien sûr. Les gens comme Trevor blâment toujours le miroir de montrer la tâche. La page de maman de Marissa s'est effondrée ensuite. Ses abonnés avaient aimé l'éclairage doux, les légendes inspirantes, l'image soigneusement éditée d'une mère en difficulté faisant de son mieux. Ils n'aimaient pas les rapports de police, les fausses signatures et les questions de collecte de fonds à l'église. Une petite marque de bébé l'a retirée de sa liste d'affiliés. Puis une autre. Elle a désactivé les commentaires après que quelqu'un ait écrit « Un village n'est pas la même chose qu'une femme non rémunérée ». Cela m'a fait rire plus que je n'aurais dû. Mes parents ont souffert différemment. Ma mère a perdu son rôle de coordinatrice d'événements d'église après que le pasteur Grant ait annoncé de nouvelles règles pour les collectes de fonds personnels. Mon père a démissionné du conseil d'administration de l'association des propriétaires car les voisins ont commencé à demander pourquoi un ancien leader communautaire avait fait pression sur sa fille tout en ignorant des documents falsifiés. L'homme qui m'avait jadis fait taire d'un seul regard évitait maintenant le contact visuel dans les supermarchés. Mais la conséquence la plus satisfaisante était aussi la plus simple. Ils ont dû s'occuper des enfants eux-mêmes. Pas de Camille, pas de prise en charge automatique, pas de tente d'urgence, pas d'argent discret apparaissant quand leur planification échouait. Ma mère a tenu 8 jours avant d'appeler d'un numéro masqué, essoufflée et en colère, Chloé a vomi sur le tapis. Miles a manqué la maternelle. Harper a un projet à rendre demain, et ta sœur ne peut pas faire ça seule. J'ai dit, alors son mari peut t'aider. Ma mère est restée silencieuse. Nous savions toutes les deux que Trevor était à la maison, au chômage, mais d'une certaine manière toujours indisponible. Camille, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Nous ne savions pas que c'était si difficile. J'ai fermé les yeux. Cette phrase aurait dû me faire sentir comprise. Au lieu de cela, elle m'a fatigué. Tu savais que c'était difficile, ai-je dit. C'est pourquoi vous avez continué à essayer de me le donner, a-t-elle pleuré. Puis de vraies larmes, peut-être, ou peut-être juste une autre forme de pression. Elle a demandé si je pouvais rentrer à la maison pour un week-end parce que Marissa était dépassée. J'ai dit non. Puis j'ai proposé de payer directement une séance avec un conseiller en planification de garde d'enfants qui pourrait les aider à construire un vrai emploi du temps. Ma mère a dit, ce n'est pas la même chose que l'aide de la famille. J'ai dit, c'est exactement l'aide de la famille. Ce n'est juste plus la famille qui sacrifie une personne. Ce fut la dernière conversation complète que nous avons eue. Une semaine plus tard, Marissa m'a envoyé un courriel d'une phrase, « Tu as fait en sorte que tout le monde nous déteste. » J'ai répondu par une seule phrase, « Non, j'ai donné à tout le monde les informations dont ils avaient besoin pour arrêter de me blâmer. » Elle n'a pas répondu. J'étais assise sur mon balcon ce soir-là quand la pluie a commencé à tomber sur Raleigh, douce et argentée sous les lampadaires. Mon téléphone était posé face contre table. Pour une fois, je n'avais pas peur de ce qui pouvait m'attendre sur l'écran. J'ai repensé à ce barbecue, à la façon dont ils avaient ri en me disant que ma vie était un entraînement pour celle de quelqu'un d'autre. J'ai repensé au centre communautaire, au hall de l'hôpital, au projecteur de l'église, à la table de médiation. J'ai repensé à combien de fois j'avais confondu être utile avec être aimé. La leçon la plus difficile n'a pas été d'apprendre à dire non. Ça a été de survivre à la colère des gens qui profitaient de mon oui. La famille devrait être un endroit où l'amour est partagé, pas un système où une personne est épuisée pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Les enfants méritent des parents responsables, des plans honnêtes et des adultes sûrs, pas le chaos déguisé en tradition. Aider est significatif quand c'est choisi librement.
Quand c'est exigé, manipulé ou forcé par la culpabilité, cela cesse d'être de l'amour et devient du contrôle. Mon histoire m'a appris que les limites ne sont pas de la cruauté. Les limites sont une éducation. Elles apprennent aux autres où le respect commence. Et elles nous apprennent que notre paix a de la valeur. On peut aimer les gens et refuser d'être utilisé par eux. On peut se soucier des enfants et savoir qu'il n'est pas de notre responsabilité de les élever. On peut se défaire d'un schéma familial et devenir une meilleure personne grâce à cela. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone, j'ai écouté la pluie et j'ai souri. Pour la première fois de ma vie, personne n'attendait que je les sauve des conséquences de leur propre choix. Et pour la première fois, je n'ai pas confondu ce silence avec de la solitude. Je l'ai reconnu pour ce qu'il était, la liberté. Chaque histoire que nous créons est soigneusement écrite avec l'espoir d'apporter aux spectateurs du divertissement ou des leçons significatives. Cette vidéo est une histoire fictive conçue à des fins éducatives ou de narration uniquement. À travers des histoires comme celle-ci, nous espérons partager des messages sur la justice, le respect de soi, la guérison et la force qu'il faut pour aller de l'avant.